8h03. L'heure de la revue de presse. Avec Samuel Etienne. Rebonjour Samuel. Bonjour Patrick, bonjour Sophie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ces mots en une de Libération ce matin. Si l'humanité oublie, elle périra. Ces mots sur fond d'un nuage, celui de l'explosion d'Hiroshima, il y a tout juste 70 ans, tout juste pas tout à fait. La date anniversaire c'est demain, le 6 août, mais Libération a pris un peu d'avance, notamment pour donner la parole à des survivants japonais, comme Akemi Masuda. 75 ans, elle avait 5 ans à l'époque, mais elle se souvient très bien. À cet âge-là, je voyais les gens par en dessous. La vision terrible qui me reste en mémoire est la peau de ces survivants qui pendaient de leurs bras et qui tombaient en lambeaux. Elle raconte aussi que pendant 60 ans, elle n'a plus mangé de tomates. Un instant avant l'explosion, elle avait coupé une tomate en deux. Elle avait donné la plus petite à sa sœur d'1 an, gardant la grosse moitié pour elle. J'ai longtemps pensé qu'il s'agissait d'une punition, parce que je n'avais pas été égalitaire, que les dieux s'étaient vengés. Dans Libération, encore ce constat, 70 ans après, la course au nucléaire se poursuit en Asie. Contrairement aux Russes et aux Américains, la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord bien sûr, continuent de renforcer leur arsenal. Et le Japon résistera-t-il éternellement à participer à ce dangereux équilibre de la terreur en Asie? Selon l'Express, le Japon, s'il le voulait, pourrait se doter de l'arme atomique en 6 mois, voire en 6 semaines. L'Express est allé à la rencontre du maire d'Hiroshima. Kazumi Matsui n'a qu'un espoir, ne jamais voir le Japon, le jour où le Japon aura la bombe. Dans l'Express toujours, Samuel, cet étonnant reportage au Texas. Oui, alors le Texas où il se passe quelque chose de complètement fou. L'armée américaine y est actuellement en manœuvre du 15 juillet au 15 septembre, des entraînements pour des soldats d'élite susceptibles d'être envoyés en Syrie ou en Irak. Alors jusque-là, rien d'anormal, mais c'était sans compter la méfiance des Texans vis-à-vis de l'État fédéral. Et ces dernières semaines, la région et Internet a vu enfler les rumeurs les plus délirantes. L'armée serait là pour enlever de force leurs armes aux Texans, ou alors pour occuper le Texas en prévision d'une catastrophe à venir, peut-être la collision d'une comète avec la Terre, ou encore, les Texans ont beaucoup d'imagination, en préparation d'un coup d'État de Barack Obama qui a décidé de ne plus quitter la Maison-Blanche. Ça semble délirant, et pourtant des dizaines de volontaires se relaient chaque jour pour surveiller les déplacements des militaires, publiant leurs commentaires sur Internet. Et là, on se régale. La fermeture de 3 supermarchés dans la région cacherait en fait des camps de détention occultes pour des milliers d'insurgés texans. 3 camions de crème glacée ont été vus derrière un convoi militaire. C'est sûr, ils vont servir de morgue secrète pour les futures victimes du putsch. C'est incroyable. On nage en plein délire paranoïaque, c'est-à-dire dans l'Express. Dans l'actualité, maintenant en France, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Il y a d'abord la une du Figaro sur la préparation de la primaire à droite. Yves Tréhard du Figaro était avec vous tout à l'heure, Patrick. Ce qu'il écrit de très intéressant, qu'il n'a pas dit tout à l'heure sur notre antenne, c'est que, selon lui, la droite n'est absolument pas prête à prendre le pouvoir, en tout cas que le programme des candidats manque pour l'heure cruellement d'idées nouvelles et audacieuses. Le Figaro qui explique comment, aussi au PS, on rêve de se retrouver face à Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Bien parce que l'ancien président agit comme un épouvantail pour les électeurs de gauche, qu'il crée vis-à-vis d'eux une réaction urticante qui peut les remobiliser. Quand la gauche rêve de Sarkozy, on aura tout vu. Un scoop maintenant dans la Provence. Oui, ce sacré revirement à Marseille, la délinquance chute enfin. Titre le journal, des chiffres impressionnants. Regardez, moins 20% pour la délinquance de voie publique, moins 23% pour les cambriolages, moins 30% pour les vols avec violence. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image désastreuse en février dernier du directeur départemental de la sécurité publique, Pierre-Marie Bourniquel, accueilli par des tirs de Kalachnikov lors d'une visite à la cité de la Castellane. Le jour où Manuel Valls se déplaçait à Marseille, ça faisait sacrément désordre. Eh bien, c'est le même Pierre-Marie Bourniquel qui se félicite aujourd'hui de ces chiffres qui sont encore officieux, d'ailleurs, précise la Provence. Oui, c'est ça. Mais alors, comment explique-t-il ces bons résultats? Si ça se confirme, donc, évidemment. Exactement. Eh bien, il explique par le renforcement de la présence policière sur le terrain pour ne plus laisser d'espace aux délinquants et aux criminels. Un renforcement qui passe notamment par un redéploiement. En clair, les policiers sont moins dans les bureaux et plus sur le terrain, explique le patron de la DDSP qui nous livre au passage sa petite devise, je cite, « Têtu comme un bélier, hargneux comme un basset ». Une question maintenant assez étonnante dans Libération. À la mort d'un proche, faut-il laisser sa page Facebook ouverte? Ouais, c'est la une du journal. Ouais. Une question qui naît de la popularité du réseau social. Résultat, on estime qu'une vingtaine de personnes inscrites sur Facebook décèdent chaque heure en France. Et le plus souvent, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, les proches maintiennent le profil du défunt
pour lui rendre hommage. Ils y postent des photos, des messages, des chansons. Je l'ai constaté par exemple avec le décès d'une très jeune journaliste de France 2, Lucie, d'un AVC au début de l'été. Eh bien, sa page Facebook continue de vivre. Sa famille, ses amis postent des photos d'elle et puis lui parlent, échangent entre eux. C'est comme une tombe où on va s'y rendre, Eh quoi, bien, un cimetière. Exactement, parce que Libération s'est posé la question pourquoi ne pas fermer tout simplement la page d'un défunt. Selon la psychologue Vanessa Lalo, supprimer ce compte, ce serait comme voir mourir la personne une deuxième fois. Et effectivement, Patrick, puisqu'il n'y a pas toujours une tombe pour se recueillir, ou alors elle peut être très éloignée, eh bien cette page Facebook peut servir de lieu de recueillement. Alors Libération pose quand même cette question, et les défunts, eux, qu'en pensent-ils? Seraient-ils tous d'accord avec le maintien en vie de leur avatar numérique? Le journal donne donc ce conseil à ses lecteurs. Transmettez également un testament numérique à vos proches. Dites-leur de votre vivant ce que vous pensez de ce nouveau type de mausolée, né donc avec Internet, le mausolée digital. Pour finir, une histoire de taureau en une de Sud-Ouest. Oui, c'est la région. Alors, vous savez peut-être que dimanche, 2 hommes ont été blessés à Bayonne lorsqu'un taureau a bondi hors de l'arène. Et Sud-Ouest est allé rendre visite aux 2 malheureux, un photographe et le président d'un club taurin sur leur lit d'hôpital. Le photographe raconte comment le taureau est retombé à 1 mètre de lui et qu'il a vu dans ses yeux noirs ce que tous les toreros qu'il a croisés lui avaient déjà confié, un regard qui disait « Je vais te tuer ». L'autre blessé, président de club taurin, raconte lui aussi comment le taureau a couru dans sa direction, qu'il avait largement le temps de se mettre à l'abri mais qu'il était pétrifié, incapable de bouger. Et puis il rappelle ce commandement taurin, « No te pierdas, la cara del toro », ne perd pas de vue le taureau. Voilà. Pour ma part, moi, je me permettrais de citer cette réplique du film de Breakfast Club. Mess with the bull, you get the horns. Quand on cherche le taureau, on trouve les cornes. Oui, et heureusement, ça s'est quand même bien terminé pour Oui, ces, pour ils ces sont 2 hommes. bien blessés, mais ils vont se remettre. Merci Samuel Etienne.